c'est la capsule la plus attendue Mhm. depuis le début, Sylvain. Ah, cool! T'as vu, Pascal? Regarde l'écran. Avec papier de qualité. C'est bien, hein? Je me suis dit, c'est pas vrai que mon livre va briller moins que la Suisse. Ouais, c'est canon, hein. Ouais, le canon, ouais. Ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Bien. Non, mais J'ai reçu plein d'emails de gens qui attendent vraiment la 17e capsule. oui. La dernière. On va verser une petite larme hein, quand même. Hein. I cried a tear. J'ai vu un meme extraordinaire sur Facebook. C'était un vieil Américain, là, avec une grosse arme automatique appuyée au sol. Puis il regarde sa montre, puis il dit « Bon, c'est à quelle heure la vaccination forcée? » Ok, tu me dis quand t'es prêt. Ouais, je le suis. Bonjour les amis. Alors là, hein, c'est vraiment l'édition spéciale. Salut Sylvain. Hello Emma, comment ça va? Écoute, ça va. Je suis, comme je t'ai dit avant de commencer cette capsule, cette dernière capsule, je suis nostalgique. Les amis, je ne vais pas pleurer, promis. Mais je me rends compte maintenant que c'est la dernière de Guerre et Mensonges. C'est la capsule 17 de cette aventure qui a commencé au mois de juillet, Sylvain. Oui, je ne pleure pas Emma, c'est la pluie. Et quand on s'est rencontrés, on s'est parlé longtemps. Vous le savez peut-être pas, les amis. J'avais le manuscrit de Guerre et Mensonges qui maintenant est un livre. Parce que moi, j'avais le manuscrit en mode le gros truc. Quand tu pars dans la valise, ça pèse 2 kilos. J'avais pesé, hein, il faisait 2,7 kg. Ouais, il est pas très loin. Et j'avais dit à Sylvain, parce qu'au départ, on devait faire une seule vidéo, les amis, sur ton écrit qui est sorti maintenant. Ton deuxième livre, je vais vous expliquer après comment ça va se passer pour la suite, parce qu'on ne va pas se quitter. Hein. Mais c'est la dernière capsule de Guerre et Mensonges. Et j'avais dit à Sylvain, non mais attends, vu ton livre, on ne peut pas faire une seule vidéo sur Guerre et Mensonges, on va parcourir le livre avec tous les chapitres. Et là, on arrive au 17e, qui est le dernier chapitre sur Trump. Donald J. Trump. Alors, Sylvain. Tellement d'actualité. C'est It's So About. Parce que toi, oui. tu as écrit ce dernier chapitre il y a à peu près 1 an. Et alors, on va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses dans cette capsule. Elle n'est pas sur YouTube parce que, comme vous le savez peut-être, eh bien, YouTube a une censure féroce maintenant sur tout ce qui a trait à la fraude électorale. Ça, tu le sais, Sylvain, je t'avais déjà prévenu. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire que si on avait fait une capsule sur le maquillage, je sais pas, les robes et les collants, on aurait pu faire une capsule YouTube, mais ce n'est pas le cas de cette vidéo aujourd'hui. Nope. Et on avait envie d'être complètement libre avec Sylvain, donc c'était hors de question de se censurer pour rester en ligne. Donc, vous pouvez retrouver cette capsule sur Facebook, le temps qu'elle restera, évidemment. Vous pouvez la trouver aussi sur le site emmacruzy.com que vous avez en lien de cette vidéo. Elle est hébergée directement sur le site. Vous pouvez la télécharger, la poster où vous voulez. Elle est à vous. Vous avez aussi maintenant, c'est nouveau, Sylvain, les podcasts de Guerre et Mensonges. Donc, toutes nos vidéos sont disponibles en podcast. Ah, voilà. c'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Surtout pour les personnes qui ont envie d'avoir les mains libres et pas avoir le téléphone avec l'écran qui est allumé. Donc, voilà, vous pouvez entendre la douce voix de Sylvain. Tellement douce, oui. Bon, alors, on va revenir aux choses sérieuses, Sylvain. Cette capsule tant attendue. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, commençons déjà par ce que tu nous racontes dans ton livre il y a 1 an. Parce que ce qui m'a marqué, moi, dans ton livre, c'est que tu nous dis, sans utiliser le conditionnel, que Trump, quand il sera réélu, il va entamer son 2e mandat et il va se retrouver avec Poutine. Donc, la vidéo précédente, la capsule 16, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver aussi. Hein. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Ouais. Tu nous dis, il va se retrouver avec Poutine en 2020-2024 et historiquement, c'est une opportunité unique d'avoir les 2 plus grandes puissances militaires. Alors, pourquoi dans ton livre, tu nous dis ça?
Ben, en fait, c'est que, c'est juste un rapide résumé de ce qui a été dit avant. Dans le fond, c'est que Poutine combattait ouvertement le nouvel ordre mondial depuis 2015. Donc, il s'opposait avant, mais il était militairement pas prêt pour le faire. 2015, il s'est militairement opposé à l'OTAN, en fait, aux mercenaires de l'OTAN qui sévissaient en Syrie. Donc, on savait que Poutine était contre le nouvel ordre mondial, tout en étant vraiment respectueux de la dynamique internationale des pays, ce qui est quand même intéressant, parce que lui, ce qu'il veut, de toute façon, c'est la paix. Mais en même temps, il y a une idéologie qui est très, très, très nationaliste vis-à-vis de la Russie, qui a libéré de toutes les dettes par rapport aux banques internationales, qui est en train il est en train aussi de ramener toute la production industrielle à un niveau national. La plupart des ressources sont nationalisées. La Banque centrale est nationalisée. Donc, il est vraiment en contrôle de tout ça, mais donc, il est dans une idéologie nationaliste, mais qui veut travailler avec les autres. OK? Et évidemment, c'est pas ce que le nouvel ordre mondial veut. Lui, le nouvel ordre mondial, ce qu'il veut, c'est gérer tout. Et donc, ça inclut la Russie, ça inclut les États-Unis, ça inclut tout ça. Évidemment, pour un président russe, de combattre le nouvel ordre mondial, c'est une belle chose, mais il pourrait jamais, jamais jeter à terre l'OTAN, jeter à terre le Deep State américain, des Deep State en Chine, partout, s'il était seul sans faire de Troisième Guerre mondiale. Donc, on parle de dégâts considérables à la planète qui mèneraient probablement vers une catastrophe. Donc, ce qui est arrivé en fait avec Trump, qui au début, j'étais absolument certain que c'était une autre marionnette comme les autres, parce que de mon vivant, je n'ai connu rien d'autre que des marionnettes, là, sauf pour mon premier mois et demi, parce que j'avais un mois et demi quand Kennedy a été assassiné. Donc, mais je m'en souviens très peu. Donc, Trump était le premier président indépendant à prendre le pouvoir, mais c'était surtout, comme plusieurs hommes d'affaires, quelqu'un qui déteste les banques. Parce que les hommes d'affaires, là, dans leur carrière, peu importe qui ils sont, ils détestent toujours, ils en viennent toujours à détester le pouvoir des banques parce que ils ont tous vu la même chose. Les banques vont financer ta compagnie, mais quand ils veulent saisir ta compagnie, ils vont retirer toutes les billes, tout ça. Toi, tu te retrouves avec rien. Et là, ils vont être capables d'aller chercher ta compagnie. C'est de même que ça se passe dans le monde souvent, surtout quand quelqu'un n'obéit plus. Donc, Trump avait déjà même fait une faillite là, par rapport à ses immeubles, à la construction de ses immeubles. Donc, c'est quelqu'un qui déteste le système bancaire, mais qui aussi, et ça, il l'a dit dès le début, il voulait rendre aux États-Unis ce que les États-Unis lui ont donné. Et ça, c'est important parce que, effectivement, Trump était milliardaire, était apprécié de tout le monde, aurait pu simplement se retirer dans la paix la plus totale, même s'acheter une île en Polynésie, aller vivre là s'il voulait. Et donc, il n'aurait jamais arrivé la moitié de ce qui est arrivé. Mais il est tellement franc et réel dans ses intentions qu'il était prêt à subir tous les coups, les pires coups et les pires saloperies pour libérer les États-Unis, dans le fond, du joug dans lequel ils sont pris avec le nouvel ordre mondial. Donc, il est arrivé aussi avec clairement une idéologie très nationaliste. D'ailleurs, il l'a dit. Quand j'écris le premier article sur Trump, qui est devenu, dans le fond, le dernier chapitre, c'était en novembre 2019, et il venait juste, Trump, de faire un speech vraiment important aux Nations Unies, où, justement, il disait que l'avenir n'appartiendrait pas aux mondialistes, mais aux patriotes, et donc aux nationalistes. Et d'aller dire ça devant l'ONU, alors que l'ONU voudrait tellement se proclamer gouvernement planétaire, ça prenait du guts, mais ça montrait aussi sa détermination dans ce qu'il voulait faire. Et au lendemain de ça, ben, tout le monde, et George Soros le premier d'ailleurs,
célèbre banquier milliardaire que tout le monde se plaît à détester, avait dit « Trump est un homme dangereux ». Il avait tellement raison. Mais donc sa détermination était là et on voyait tout de suite se poindre à l'horizon ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Trump, dans son premier mandat, malgré qu'il avait eu sur lui toutes sortes d'enquêtes bidons sur un impeachment qui était le dernier, mais aussi le fameux Russiagate. Après ça, avant ça, il y avait eu en plus Michael Flynn, son conseiller à la sécurité, qui avait été incriminé dans une fausse inculpation du FBI. Et il avait été obligé de faire une déclaration sur laquelle on s'est basé, mais sauf que ce qu'on ne dit pas généralement, c'est que sa famille au complet avait été menacée pour qu'il fasse cette déclaration-là. Donc, peu importe ce qu'il dit dans ce temps-là, si les déclarations sont sous forme de menace, ben ça compte pas. Donc, Trump, malgré toutes les embûches qu'il a eues dans son premier mandat, ben, il a lézardé à peu près toutes les fondations des institutions mondialistes de la planète. Les lézardés sans en détruire aucune. Donc, mais il les a toutes affaiblies une après l'autre. En plus d'endiguer les conflits que planifiait l'OTAN en Corée du Nord, au Venezuela et probablement en Iran aussi. Parce que, mine de rien, en se défaisant du deal avec l'Iran, ce qui est arrivé, c'est que l'Iran a pu se construire des armes nucléaires pour sa défense. Et aujourd'hui, on dit que l'Iran est probablement nanti de plusieurs missiles nucléaires en ce moment. Donc, encore là, Trump a permis à l'Iran de se défendre comme la Corée maintenant peut se défendre avec ses 9 missiles balistiques nucléaires. Là. Je pense qu'il y en a 9 ou 10, là, quelque chose comme ça. Mais c'est ça. C'est qu'il a réussi à tout faire tomber les plans, grosso modo. Et dans le fond, les entités les plus dangereuses auxquelles il faisait face, évidemment, c'est le côté armé qui travaille pour les mondialistes. Donc, c'est la CIA, principalement. La CIA qui ne travaille pas pour le gouvernement américain, on l'a déjà établi, mais qui travaille directement pour le CFR, qui est une organisation au service américaine, mais au service du mondialisme, globalisme. Et évidemment, toutes les agences, les services secrets de chaque pays travaillent conjointement avec la CIA, que ce soit la Mossad, la MI6, service secret français, tous ces charmants jeunes hommes, travaillent tous ensemble aussi, main dans la main. Donc, la CIA est très, très, très dangereuse. Et l'autre est, évidemment, l'OTAN. L'OTAN qui est la somme des armées de 27 pays du nouvel ordre mondial auquel on contribue chacun 2% de notre PIB national, ce qui est énorme d'ailleurs. Et cette grosse armée internationale-là, dans le fond, ne répond à aucun des 27 pays, mais répond bel et bien à un conseil de l'OTAN qui est évidemment sous dans le théâtre des marionnettes des banquiers. Ils font exactement ce qu'ils veulent parce que ils vont toujours détruire des gouvernements non complaisants au nouvel ordre mondial et ils vont détruire des gouvernements qui refusent qu'on paye les ressources de leur pays, etc. Donc, on voit qui. Mais Trump s'est évertué à disloquer l'OTAN tranquillement aussi. OK? Ouais. Ce que tu nous dis d'ailleurs dans ton livre, c'est que l'OTAN est l'armée des banquiers privés. Donc ça, on le découvre dans ton livre et à travers tous les chapitres où on commence effectivement avec la création monétaire. Tu nous parles de beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'au chapitre 17, le dernier chapitre de ton livre, on se rend compte à ce moment-là que ça se fait pas en un jour. Et là, ce que tu nous dis, c'est que effectivement, sur les 45 présidents des États-Unis, il y en a que 4, dont Trump fait partie, qui ont vraiment œuvré pour le peuple. Tu nous parles d'Andrew Jackson, qui après tout ce qu'il a fait, Abraham Lincoln, JFK et Trump. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, toi, aujourd'hui, il y a un an, quand tu fais ce dernier chapitre, tu dis, voilà, quand il va gagner son 2e mandat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses
que Trump va partir sur un deuxième mandat? Ben écoute, il y a tellement de facteurs là-dessus. Premièrement, Trump, au niveau du peuple, il a été un président extrêmement populaire, sauf dans quelques villes démocrates. Clairement, il se battait pour. Il faut comprendre la nature des Américains, qui est une nature extrêmement patriotique. Donc, d'avoir un président qui était clairement un patriote, et ça, il a toujours été identifié comme ça aussi, mais il était non seulement un patriote, mais il s'opposait à tout le mondialisme qui était représenté, dans le fond, par les démocrates et par Joe Biden. Et donc... Tu peux dire Joe Biden ici. oui, Il n'a pas besoin de changer. Parce qu'en fait, Joe il y a une chose, les Biden. amis. Peut-être que Ouais. vous n'avez pas suivi Sylvain sur Facebook, mais il a essayé de contourner la censure. J'ai vu tes posts, c'était tellement drôle. Tu écrivais Joe Bidon en un mot. Mm-hmm. Et tu peux dire Joe Biden ici. En fait, dans tous les posts Facebook, Joe Biden est devenu Joe Bidon et Trump était devenu l'homme orange. Donc, et comment t'appelais la fraude électorale? Ah, attends, c'était laquelle, ça? T'avais mis une combinaison de mots, j'ai dit non, mais il est brillant, Sylvain. Oui. Ah, Bon, mais ça je pense que j'ai reviendra. utilisé plusieurs métaphores. Mais anyway. Pour la fraude électorale. La tricherie, non, bon, en fait. La tricherie systémique démocratique ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser de toute façon. C'est que, donc, c'est un patriote et les Américains savent bien. C'était donc certain que le vote populaire irait en sa faveur, surtout que avec toutes les allégations, tout ce qu'on trouve sur Biden, là, on parle de probablement le pire candidat que les démocrates auraient pu présenter. Autant par la corruption en Ukraine, mais par son fils qui est une immondice sur deux pattes, et aussi par tout ce que représente Biden, qui est comme l'allié du globalisme planétaire. Là, et c'est pas ça que les Américains voulaient. Donc, c'est absolument certain que, premièrement, les démocrates savaient très bien que ça ne changeait rien qu'ils mettent Biden ou quelqu'un d'autre, que s'ils comptaient, on comptait les votes de toute manière, normalement, Trump allait gagner. Donc, et ça, ils le savaient très, très bien. Donc, il fallait qu'ils organisent la plus monumentale fraude électorale jamais conçue. Et là, je dis ça sous toute réserve parce qu'on ne connaît pas les tricheries qu'il y a eu sur les autres. Mais par contre, avec toutes les enquêtes qu'il y a eu jusqu'à maintenant par les avocats de Trump et même les avocats du peuple, qu'on dirait comme Sidney Powell aussi ou Lin Wood, on voit qu'ils ont essayé tous les trucs dans le livre. ils ont essayé de tricher de toutes les façons possibles et inimaginables. Et c'était sans doute pour, dans le fond, créer une confusion telle et totale que les avocats ne pourraient démêler tout ça avant les délais prescrits. Donc, c'est probablement déjà ce qui était prévu. Et c'est pour ça que les démocrates, dans le fond, là, qui présentent Biden ou quelqu'un d'autre, ça leur changeait absolument rien. Ils planifiaient de gagner sous la tricherie. Évidemment, pour orchestrer cette tricherie-là, en plus, là, on nous a sorti la fausse pandémie, qui, en plus, est venue jeter un doute est venu mettre les freins sur ce que Trump faisait au niveau mondial, au niveau des institutions mondiales. Il en a quand même profité pour démolir la crédibilité de l'OMS et de beaucoup réduire son financement. Mais la pandémie est venue pour mettre aussi un autre bâton dans les roues pour sa réélection en essayant de démontrer un chaos total dans un pays où le président aurait perdu le contrôle. Donc, c'est important. Ce qu'il faut savoir quand même et qui est vraiment important, c'est qu'on est dans un timing exceptionnel à cause de tout ça. C'est que, dans le fond, l'opération de la pandémie, c'était pour nous préparer à nous laisser tomber tous nos droits et libertés, entre autres, et aussi pour cracher les économies d'à peu près tout le monde, mettre tout le monde en faillite et mettre tout le monde au crochet de l'État, pour nous amener à accepter n'importe quoi dans le deal. OK? Et normalement, on aurait lancé cette opération-là avec un président américain complaisant.
parce que ça aurait été tellement plus facile. Parce que là, on avait un président qui se battait contre ça au lieu de et qui roulait avec les coups, au fond. Donc, c'était pas facile. C'est pour ça que c'est certain qu'on a parti de l'opération à cause qu'il savait que Trump était pour être réélu. OK? De manière Alors, théorique. on va faire une pause sur image parce que c'est très important ce que tu es en train de nous dire. Mm-hmm. Tu nous avais déjà dit ça dans une toute première capsule que on avait fait cet été Ouais. sur les coulisses de l'information. Et Oui. il me semble que tu avais commencé à effleurer le sujet, à savoir que, Mm-hmm. selon toi, Sylvain, et c'est vrai que ça prend tout son sens, comme tu l'expliques. C'est vrai qu'on peut se dire, bah, finalement, ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une pandémie avec un président qui laisse faire, qui crie au loup, oh là là, c'est la catastrophe. Comment Ouais. ça se fait? J'aimerais vraiment qu'on aille en profondeur là, Sylvain. C'est important parce que personne n'en parle de ta façon d'expliquer Ouais. les choses. Pourquoi finalement ça arrive maintenant? Pourquoi c'est arrivé là début 2019? Est-ce que selon toi, c'est parce qu'ils ont été pris de court, ils ont avancé le planning? C'est ça que tu veux nous dire? C'est absolument ça. C'est que, au fond, si le premier but de la pandémie était de créer une espèce d'antichambre pour la suite, qui est le grand reset, qui est l'instauration d'un gouvernement planétaire pour gérer les crises planétaires, et ça inclut évidemment le réchauffement climatique qu'on essaie de nous rabâcher dans les oreilles ces temps-ci, ben on l'aurait fait après l'élection de Biden. Je suis tellement habitué de dire bidon, j'ai failli le dire encore, mais c'est Biden. Et donc, on aurait attendu après son élection parce que tout aurait été tellement plus facile. Ce pourquoi on le fait, c'est qu'on savait, il savait très, très bien que Trump était pour gagner les élections, que de tricher massivement comme ça, c'était un coup de dé et dont il ne pouvait pas prévoir les coups et contre-coups et la finalité, et que c'était leur dernière chance d'essayer d'instaurer ce plan-là. C'est ça qui est très, très important. C'est-à-dire, il n'y aura pas de grand reset si Trump est réélu. Parce que le grand reset, ça veut dire livrer la planète où 80% des pays, pieds et poings liés au globalisme. Et donc, c'est impossible avec Trump. Parce qu'évidemment, il ne laissera jamais faire ça. C'est contraire à son idéologie et contraire à la direction qu'il veut prendre avec les États-Unis, au fond. Dans Donc, ton c'est livre, pour... Sylvain, au chapitre dont on parle, là, le dernier, sur Trump, tu écris, donc c'est pas maintenant que tu viens de l'écrire, hein, ça fait plus d'1 an, Oui. tu nous dis que Trump n'a pas l'armée au départ de son mandat en 2016 avec lui. Non. Est-ce que ça a changé maintenant? Oui, et ça, c'est crucial. Bon, on regarde, mettons, ce qui est arrivé depuis l'élection, parce qu'on est quand même les deux pieds dedans encore, là. Le 3 novembre, bon, ce qui est arrivé, Trump avait gagné manifestement, puis tout à coup, pouf, 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 les États sont mis à tomber en faveur de Biden. Donc, clairement, la tricherie était là. Ça a été démontré dans les jours suivants quand même assez rapidement, avec témoins à l'appui. Mais on parle de milliers de témoins, de milliers d'affidavits, de milliers de preuves. Je pense que c'est 21 000 preuves différentes, concrètes, qu'ils ont de fraude électorale. Donc, et puis là, on ne parle pas d'un vote là, à chaque fois. Certaines de ces 21 000 pièces-là comptent des dizaines de milliers de votes. Donc, c'est énorme. Mais pendant qu'on nous parlait des élections, pendant que le brave Macron et le brave Trudeau félicitaient Biden à tout rompre pour sa victoire électorale, ben Trump, lui, s'est mis à tout changer au sein du Pentagone, au sein de la défense, parce que, au fond, le Pentagone avait encore les deux pieds dans l'OTAN. Au moins un pied, disons. Mark Esper, l'ancien ministre, avait un pied dans l'OTAN, un pied avec Trump, et il ne savait jamais quoi danser. Mais pour lui, c'était hors de question de ramener des troupes d'Allemagne, ramener des troupes d'Afghanistan, de Syrie, etc. Donc, il a retiré Mark Esper, qui était vraiment le lien entre l'OTAN et l'armée américaine, et le Pentagone, dans le fond. Et il a mis Michael Collins, qui, lui, est complètement à l'encontre. Et lui, c'est un patriote, comme Trump. Et ils ont changé aussi son secrétaire, ils ont changé plusieurs généraux, et il y a eu même des démissions à travers ça, parce qu'il y en avait qui voyaient qu'ils n'avaient plus leur place à l'intérieur de ça. Ce qui fait que
c'est à peu près 90% du Pentagone qui a été changé entre l'élection de Trump et aujourd'hui. OK? Donc, 4 ans plus tard. Et ça veut dire que maintenant, l'armée au complet est sur le même diapason que Trump. Ce qui est important dans ce que Michael Collins a fait, il a fait puis là, on parle encore depuis l'élection, c'est des choses qui sont faites presque en catimini, là, parce qu'on nous parlait de la victoire de Bidon, mais là, il s'appelle vraiment Bidon dans ce cas-là. Mais ce que Collins a fait, c'est que, premièrement, il a officiellement retiré le soutien militaire à la CIA. Ce qui fait que la CIA est devenue une agence d'agents secrets de James Bond avec des petits pistolets Beretta. Et on n'a plus les hélicoptères, les tanks et tout ça auxquels la CIA avait accès. C'est énorme parce qu'on a désarmé l'État profond, au fond, en faisant ça. Et désarroi le plus total. Ce qu'il a fait aussi, et ça date peut-être une semaine, 10 jours, là, pas plus que ça, il a dit au Pentagone d'arrêter de négocier avec l'équipe de transition de Joe Biden. Et ça a surpris tout le monde, les médias, parce que là, ils en ont dit « Oh oui, on fait juste une pause pour le temps des fêtes. » Mais normalement, on ne fait pas ça. Normalement, il n'y a pas de pause pour le temps des fêtes. Donc, c'est un message très, très clair du Pentagone pour dire qu'ils ne veulent pas travailler avec Biden. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes qui sont passées. Si on regarde aussi au niveau des fabuleuses félicitations qu'il a reçues de partout de la planète, Biden, ben, on a vu que Poutine, ça a été très, très long avant qu'il dise quoi que ce soit. Et il a attendu le 16 décembre, au fond, le 16 décembre pour dire « Je félicite le président élu » sans le nommer. Et il y a Xi en Chine qui a fait exactement la même chose, qui lui n'a même pas félicité Biden. Dans le fond, il a envoyé son porte-parole féliciter le candidat gagnant et que c'était important de respecter le processus électoral américain, ce qui est très drôle venant d'un pays communiste où le processus électoral n'est pas quelque chose de très familier. Mais donc, on peut voir donc les puissances, là, parce que le reste de la planète, ou à peu près, félicitait Biden, à part quelques-uns. Bolsonaro a été long aussi, parce que c'est aussi un président nationaliste qui est au Brésil. Mais c'était très, très, très signifiant là, de la façon que ça a été fait. Mais donc, il a retiré tout ce qui est armé à l'État profond américain. L'État profond américain, qu'on dit tout puissant et tout, là, c'est certain qu'au niveau psychologique, ça a l'air tout puissant et absolument invincible parce que nous, on voit les médias, on voit les plateformes, les réseaux sociaux. C'est ce que le Deep State contrôle encore. Mais il ne contrôle presque plus rien d'autre. Okay? Oui, il contrôle les cours électorales des États étatiques. Oui, la Cour suprême a peur d'être prise avec la patate chaude de décider du gagnant. Mais en réalité, c'est que tout le monde à Washington sait que Trump aurait dû gagner l'élection, d'une part. Tout le monde sait qu'ils ont triché. Tout le monde sait que Biden est corrompu à l'os. C'est sorti, puis il va se faire arrêter éventuellement. Et donc, tout le monde sait probablement qu'ils ne laisseront jamais entrer Biden comme président, peu importe de quelle façon ça va se faire. Donc, à chacune des échéances, on dit « Ah, pas cette fois-là encore. » Puis là, et on continue avec Biden. Ben, l'équipe Biden s'enlise de plus en plus parce qu'ils se prennent au jeu de se monter une équipe de transition et tout ça, et de se corrompre, dans le fond, par rapport au pouvoir, parce que c'est un pouvoir qu'ils n'auront jamais, en fait. Et donc, la prochaine échéance, c'est le 6 janvier. Et là, le 6 janvier, il pourrait se passer un paquet d'affaires. On pourrait carrément, dans le fond, avec la Chambre des gouverneurs, on pourrait carrément annuler l'élection pour des raisons de fraude électorale, se retrouver avec un vote des gouverneurs où, théoriquement, en tout cas, Trump devrait gagner 30 contre 20. Est-ce qu'on peut corrompre assez de monde pour ça? Je ne sais pas. Pour renverser ce chiffre-là ou la balance du chiffre. Mais sinon aussi, on peut encore se retrouver en Cour suprême parce que la Cour suprême a dit non à une couple de causes qu'il ne voulait pas entendre.
mais ils n'ont pas encore dit non à la plus grosse cause qui serait l'ensemble des fraudes électorales. Donc, parce qu'ils ont dit non à une cause pour la Pennsylvanie, puis ils ont dit non à une poursuite du Texas, menée par le Texas, là, et tout et tout. Si Trump n'est pas confirmé le 6 et que la Cour suprême ne veut pas s'en mêler, je pense que le dernier rempart, ça va être l'armée qui va décider pour le reste des États-Unis, parce qu'ils savent qui a gagné. Et ils savent qu'ils ne veulent pas aller contre le vote des Américains, d'une part, mais ils savent aussi que si ils rétablissent pas les choses dans le bon ordre, ils vont se retrouver avec une guerre civile sur les bras. Parce que, tu sais, on nous menace d'une guerre civile si Trump est élu, tout ça, c'est le contraire de la réalité. Parce que les fanatiques de Biden sont très rares et doivent être rémunérés pour être fanatiques de Biden pour la plupart, en tout cas pour se battre pour lui. Alors que les vrais patriotes américains, qui, eux, sont armés jusqu'aux dents, si on devait réellement leur imposer Biden après avoir voté massivement pour Trump, ça ne passera pas. Donc, ils savent très, très bien qu'ils se retrouvent là. La dernière chose pour laquelle, dans le fond, moi, je pense que c'est impossible que l'armée ne fasse rien si la Chambre des gouverneurs devait confirmer Biden. C'est justement à cause du moment historique dont j'ai parlé tantôt. C'est que le mondialisme essaie de jouer sa dernière carte qui va nous embarquer dans un grand reset économique duquel on sortira probablement, où on aurait beaucoup de misère à sortir parce qu'on va se retrouver avec un gouvernement totalitaire, une société dystopique à la 1984 dans laquelle on n'aura aucun pouvoir, aucun droit, aucune possibilité de changer quoi que ce soit et aucune démocratie parce qu'on se ramasserait aussi avec le gouvernement planétaire à ce moment-là. Parce que c'est ça qu'on veut instaurer avec tout ça. Donc, est-ce que... puis, une chose qui est importante, c'est que l'ordre mondial qu'on essaie d'instaurer maintenant, c'est plus le nouvel ordre mondial, OK, qui était mené par les Américains. C'est l'ordre mondial oriental qui est mené par la Chine, OK? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi, qui pèse très lourd dans la balance parce que les Américains, autant ils veulent, à titre de nationalistes, ils ne veulent plus supporter l'ordre mondial comme étant leur bras armé, disons, mais ils veulent encore moins devenir les vassaux de la Chine au niveau de l'ordre mondial. Donc, c'est pour ça que la lutte du Pentagone, de l'armée américaine, est tellement fondamentale en ce moment avec ce qui est en train de se passer. Et évidemment, je pense que ce qui est aussi tellement important de comprendre, c'est que le Deep State, il y en a beaucoup qui détestent comment ça fonctionne. Tu sais, pour la plupart du monde, là, la plupart du monde ont appris l'existence du Deep State en mars, où ça a commencé tranquillement en mars, tout ça. Et là, ouais, putain, là, ils sont pas choux, c'est type. Eh bien non, ils veulent pas notre bien, ils veulent le bien des banques internationales, ils veulent être au service. Ils sont des laquais, en fait, qui travaillent pour les banques internationales. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce système-là. Tout ce qui est nationaliste, patriote, ne veut rien savoir de ça. Et là, on se retrouve en ce moment avec un Deep State qui n'a jamais été aussi faible, qui n'a jamais été aussi près du précipice. Et jamais on va arrêter à ce moment-ci. Parce que tout ce qui reste à faire, c'est donner la petite poussée pour que ça tombe en bas. Ils sont désarmés. Ils ont perdu l'élection. Ils veulent instaurer un système horrible pour l'humanité, pour la suite de l'humanité. Et là, on arrêterait sous prétexte que tout à coup, la Chambre des gouverneurs confirmerait Joe Biden. Sylvain, dans ton livre, tu nous parles de deux personnes importantes. J'aimerais que tu nous les resitues pour les personnes qui ne connaissent pas leur nom. Tu nous parles de Michael Flynn et de Steve Bannon. Ouais. Alors, quel est leur rôle à ces deux personnes-là? Ben, en fait, Steve Bannon, au début, c'était un des conseillers sur la campagne électorale de Trump. En fait, c'est quelqu'un qui est qui est un millionnaire, en tout cas solide, là, qui est très, très bien nanti, mais qui est, comment dire, oui, c'est un nationaliste, ça c'est certain, mais il y a quand même des petits relents de droite quand même assez... Je ne sais pas si c'est extrême, mais bon, pas mal vers la droite.
Et il y a ce côté, mais en réalité, c'est un nationaliste. Donc, comme Trump, reste que son extrémisme ou son borderline extrémisme fait que Trump s'en est quand même débarrassé assez rapidement une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Puis je pense que c'est juste pour des raisons politiques, pour pas se retrouver dans des espèces de controverses d'un bord puis de l'autre en gardant Bannon, qui est quelqu'un de très coloré et de très ouvert et de très expressif dans ses opinions. Il a été important pour la campagne électorale, mais après ça, il a joué un rôle assez mineur. Puis je te dirais que ce qu'il a fait après, c'est presque bizarre. Tu sais, je veux dire, il s'est promené dans le monde après, puis il a essayé de lever des alliances avec les Chinois nationalistes contre les Chinois mondialistes. Bon, c'était extrêmement bizarre, puis je pense que c'est une bonne chose qu'il a laissé de côté. C'était plus dommage pour Michael Flynn, par contre, parce que Michael Flynn était sans aucun doute le meilleur conseiller à la sécurité que Trump pouvait aller chercher. Et on l'a, en fait, au niveau du peuple, puis c'était vraiment... c'était l'homme de la situation, sauf que là, avec l'enquête qu'il y a eu sur lui, puis après, il a été blanchi de tout ça, puis avec toute la place qu'il a pris depuis l'élection, moi, je ne serais pas étonné qu'il se retrouve dans un poste beaucoup plus élevé la prochaine fois, et même que après Trump, en 2024, il pourrait peut-être être le candidat qui se présenterait comme président. Tellement il a pris une importance et tellement on comprend que c'est un homme intelligent, mais aussi très, très, très nationaliste. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la même ligne de pensée que Trump. Ce qui est à peu près certain, c'est que dès que Trump va être confirmé, au fond, Flynn va avoir un poste important. Là. Je ne sais pas ça va être quoi, mais peut-être, écoute, un ministre aux Affaires extérieures à la place de Pompeo, je ne sais pas. Il va avoir quelque chose d'important en tout cas à faire. J'en suis persuadé. Alors que de l'autre côté, oui, vas-y. Dis-moi, Sylvain, pour les personnes qui n'ont pas suivi, juste en 2 mots, le poste de Michael Flynn, quel était-il? Parce que tout le monde ne sait pas, hein? Ben, en fait, c'est quelqu'un qui avait déjà un passé, il était directeur de la DIA, de la Defense Intelligence Agency, ce qui est quand même pas banal parce que c'était la seule agence de l'intelligence américaine qui n'était pas dirigée par le CFR. Okay, qui n'était pas dirigée. C'était une agence qui était en fait au service du gouvernement, celle-là. Donc, il s'est retrouvé particulièrement au Moyen-Orient. En Irak parce qu'il y a eu la guerre avec l'Irak, l'Afghanistan, tout ça. C'est Michael Flynn qui était directeur de la DIA. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très au fait de tout l'espionnage électronique, de tout. Il sait exactement ce qu'il fait avec le renseignement, avec l'espionnage. Donc, c'était un personnage qui était dangereux parce qu'il savait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qu'il a fait justement en 2015, on en a parlé, mais il avait donné une entrevue une entrevue à RT, donc Russia Today, où il disait que l'administration d'Obama était impliquée avec la création d'ISIS très directement. Et venant du directeur de la DIA en Irak, on sait qu'il savait exactement de quoi il parlait. Donc, quand est arrivé le gouvernement Trump, 1 an à peine après cette entrevue-là, ben à ce moment-là, on l'a nommé conseiller à la sécurité nationale. Donc, ça allait de soi que c'est quelqu'un qui était tellement au vu et au su de tout ce qui se passait qu'il était la bonne personne pour faire ça. Mais évidemment, encore là, ça faisait peur à tous les mondialistes parce que politiquement, Flynn est un patriote. D'ailleurs, c'est ce que tu disais dans une capsule précédente, c'est cette nomination qui a fait que ça t'a mis la puce à l'oreille. Oui, c'est ce qui m'a fait comprendre. Tu as changé, en fait, ton opinion sur Trump, parce que je rappelle, parce qu'on va les aborder quand même, les points qui fâchent. Hein. Oui. Tu m'avais dit, eh bien, c'est ce changement-là, cette nomination, qui fait que je regarde la politique de Trump d'un autre œil depuis quelques années. Ben oui, en fait, c'était vraiment important parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, dans le fond, je pensais que Trump était pour être une marionnette comme les autres, comme tous les présidents américains, qui se succèdent normalement depuis le 40e à peu près, même avant. Et donc, quand il a nommé Michael Flynn, que déjà j'admirais à cause de ce qu'il avait dit à propos de la création d'ISIS, quand il l'a nommé comme conseiller national, j'ai fait OK, Trump ne s'en va pas du tout là, dans la direction d'une marionnette. C'est là que je l'ai compris.
Puis évidemment, oui, Bannon était important aussi à ce moment-là parce que on avait clairement là quelqu'un qui était anti-establishment aussi. Donc, ces nominations-là, dans le fond, nous faisaient croire, en tout cas, en un profond changement qui était pour s'opérer déjà. Et ça venait surtout valider ce que Trump disait dans ses discours, au fond, parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qu'il fait aujourd'hui, il l'a dit depuis 2015 là, dans ses discours, qu'il n'était pas fait tout ça. C'est juste qu'on est habitué d'entendre des hommes politiques et que ça ne veut rien dire, ce qu'ils nous disent. Sauf que Trump, lui, fait exactement ce qu'il avait promis là, par rapport à la destruction, dans le fond, du globalisme. Et il est en train de les avoir. Quand je dis que dans son premier mandat, il a lézardé toutes les institutions et que le Deep State est maintenant sur le bord d'un précipice, ben un deuxième mandat, il va juste avoir à souffler, puis tout va tomber. Tout Alors, va tomber. tu nous parles dans ton livre de ce qu'a fait Trump dans sa politique, parce que bon, on va faire une grosse différence entre ce qu'on dit de lui dans les médias et puis les actions sur le terrain. J'aimerais bien que tu nous parles de système SWIFT, parce que ça, on n'en a jamais parlé. Et tu nous parles de la fin de l'OTAN, donc dans ses actions, hein, il a mis fin à l'OTAN. L'Union européenne devrait s'effondrer. Alors toi, écoute, si ton livre, je le reprends, hein, Ouais. si les mensonges s'avère être, on va dire, une analyse juste. Une analyse juste sur les prochains événements, ce livre est une prophétie. Parce qu'en fait, tu ne dis pas, tu utilises très peu le conditionnel, hein? Ouais, ben en fait, c'est que je sais que sur le passé, je me suis pas trompé sur l'analyse. Et ça me permet de comprendre vraiment bien, dans le fond, les structures de ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, il y a des aspects prophétiques dans le sens où, c'est pas prophétique, mais ça reste des analyses de prédiction là, sur ce qui va se passer en raison de tout ce qui pèse dans la balance de tous les côtés, OK? De tous les acteurs et tout ça. Et tu sais, c'est pour ça que quand Poutine fait une déclaration ou Poutine fait une action ou quand Xi fait ça ou quand Trump, ben ça me permet de comprendre parce qu'à la base, il faut comprendre leur idéologie bien comme il faut. Puis il faut comprendre ce qu'ils représentent, c'est quoi leurs objectifs. Et donc, ça permet de... Parce que des fois, ils vont dire un mensonge et des fois, ils vont dire la vérité. Puis c'est impossible de s'y retrouver si tu ne comprends pas vraiment à quoi ils veulent en venir, ces hommes-là. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire des prédictions parce que, dans le fond, si on regarde là, juste d'un œil froid, ben on a des présidents, dans le fond, les présidents des plus grandes puissances militaires qui sont opposés idéologiquement à tout ce qui est globalisme, donc à tout ce qui est mondialisme, tout ce qui est New World Order. Et on parle autant des puissances militaires que des puissances économiques aussi. Donc, c'est impossible qu'un nouvel ordre mondial puisse continuer sans eux, parce qu'eux sont économiquement beaucoup trop forts. Puis, on peut inclure la Chine là-dedans, bien que la Chine, ça soit un autre problème aussi, là, parce qu'ils ont le même problème que Trump. Et on ne sait pas si Xi a la même détermination que Trump. Ça, c'est le plus difficile là-dedans. Est-ce que Xi est prêt à travailler avec son Deep State ou Xi a la même détermination que Trump? Je ne peux pas le dire. Je ne comprends pas le chinois. Et je ne sais pas quand on me traduit ce qu'il dit, il faut. Puis les Chinois, en plus, sont cryptiques dans ce qu'ils disent en plus. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et on peut juste voir les actions qui sont posées. Pour ce qui est de Xi, en tout cas, je fonctionne beaucoup par déduction. Tant qu'on joue la propagande sur les Ouïghours, tant que Hong Kong, on joue la propagande sur Hong Kong, tant qu'on arme Taïwan jusqu'aux dents, c'est parce que Xi fait peur. Parce qu'on parle que c'est de la propagande pro-OTAN, pro-New World Order là, qui fait ça. Donc, ça veut dire que idéologiquement, il est là. Et en plus, on sait que Poutine considère Xi comme son grand ami, son grand allié. Donc, ils doivent être absolument sur la même longueur d'onde idéologique, les deux aussi. Mais donc, on parle des trois plus grandes puissances militaires, les trois plus grandes puissances, ou à peu près là, économiques. Donc, personne ne peut s'opposer à ça. Mais c'est justement l'élection de Trump qui fait pencher la balance.
parce que sinon, on n'a personne pour détruire le Deep State américain, qui est le plus puissant au monde encore à ce jour. Il n'y a personne pour détruire de l'intérieur le Deep State américain. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'avoir une guerre pour détruire tout ça jusqu'aux fondations. Je sais même pas si Poutine le ferait. Il est déterminé à en finir avec le nouvel ordre mondial, mais est-ce qu'il irait jusqu'à créer une guerre pour s'en débarrasser, ou lui aussi serait plutôt prêt à négocier pour essayer de préserver une espèce de paix relative? Je pense pas qu'il embarquerait dans les grands resets de Davos et ni un gouvernement planétaire. C'est vrai que Sylvain, tu vois, quand tu parles de tout ça, ça me résonne. Les capsules que nous avions faites sur les psyops, les amis, allez les voir si vous ne les avez pas encore vues. Oui. Vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, avec évidemment les champs de pavots, l'Afghanistan, les drogues, l'héroïne, comment on finance, enfin c'est tout ça. C'est vrai qu'à travers Guerre et mensonge, tu nous as fait un tableau des règles du jeu et de qui joue sur l'échiquier. Et ce que j'aime dans ton livre, donc dans ce dernier chapitre, ça fait partie de ce paragraphe où tu nous dis « Le terrorisme et le réchauffement climatique vont sauter dans le vortex et disparaître avec leur créateur. » C'est fou comme ça. Mais c'est vrai, c'est que le terrorisme, autant que tout le reste, que le réchauffement climatique, tout ça, c'est des outils qui sont utilisés par les globalistes. Donc, et c'est la même chose pour le mensonge médiatique, qui, on le voit là, en ce moment, c'est absolument terrible en ce moment. La censure, c'est que ce qui est difficile à comprendre parce qu'on n'a jamais connu autre chose que le monde dans lequel on vit, c'est difficile d'imaginer des médias qui nous parlent de la réalité, tout simplement, tout bonnement, qui nous parlent des faits et tout ça, parce qu'on est constamment dans le mensonge pour nous faire croire ce qu'ils veulent bien nous faire croire, dans le fond, ce qui serait important pour eux que nous croyions. Et donc, mais sauf que si les médias n'ont plus ce système-là à protéger, ils n'auront plus besoin de mentir non plus. Et donc, on n'aura plus besoin de terrorisme pour faire une guerre au terrorisme. On n'aura plus besoin de réchauffement climatique pour justifier une transition énergétique dans la plupart des pays. Parce qu'on sait, le pétrole est mieux, en tout cas jusqu'à date, que l'électricité pour tous les transports. Puis, oui, c'est vrai que les gens qui sont pour les vélos électriques ont tendance à oublier qu'il y a des usines nucléaires qui fabriquent l'électricité. Vraiment, je vous encourage, les amis, à revoir les anciennes capsules. Il y en a une sur le climat. Et d'après ce que tu m'as dit, et tu m'as donné l'autorisation d'en glisser un mot de temps en temps, ton troisième ouvrage, qui sortira dans le courant de l'année 2021, plutôt vers la fin de l'année, traite de ces sujets-là. Oui. Donc, on aura le plaisir d'approfondir le sujet. J'aimerais juste que tu nous parles de ce système financier SWIFT, en fait, parce qu'on a tous entendu ce mot-là. Tu nous dis dans ton livre que Sylvain, tu vois, maintenant Trump, j'ai dit les Trump. Ouh! Je t'entends, je suis encore avec toi. Que Donald J. Trump abolit ce système financier SWIFT. Qu'est-ce que c'est, en fait, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on a tous vu ce mot, mais qu'est-ce que c'est? En fait, oui, c'est ça. Et il n'est pas en train de l'abolir de façon directe. Il est en train de l'handicaper lourdement de par ses politiques. Parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que les sanctions qu'il va mettre sur les pays forcent les pays à sortir du système international parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner à l'intérieur de ça. Donc, le système SWIFT, dans le fond, c'est un système d'échange qui est électronique là, sur toutes les transactions majeures qui se font dans le monde. Et c'est ce qui permet, au fond, à des banquiers privés de contrôler tout le flux monétaire qui va d'un côté puis de l'autre. Mais évidemment, aussi toute la création monétaire aussi qui se fait à travers ça. Et au fond, c'est l'outil de contrôle économique, pas le seul, mais c'est un des plus puissants outils de contrôle économique sur les pays et sur les imports-exports des pays et tout ça. Donc, quand Trump met des sanctions sur un pays, il force à sortir de là, ce qui force ces pays-là à se créer des systèmes alternatifs.
Ce qui est intéressant, dans le fond, dans ce qui est arrivé, c'est que l'Iran, qui avait été forcé à une action du genre, dans le fond, ont essayé de fonder avec les banques européennes, la Banque centrale européenne, un système qui s'appellerait Instex, ou qui se serait appelé Instex, où l'Iran pourrait continuer à transiger non pas en dollars américains, mais en euros à la place. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est que les banquiers européens, eux, essaient de s'acoquiner avec la Chine pour essayer de bien se repartir leur ordre mondial, oriental. Et donc, l'Iran embarque pleinement à plein pied là-dedans. C'est pour ça que, dans le fond, les politiques de l'Iran sont... Le problème iranien est compliqué à cause de ça, parce que eux aussi, pareil comme la Chine, pareil comme les États-Unis, pareil comme tous les pays, ils ont un deep state. Ils ont aussi une partie interne. Puis comme il y a plusieurs niveaux de gouvernement au niveau de l'Iran, ben, il y a des partis qui travaillent avec le système international, puis il y a des partis qui travaillent pour le nationalisme interne. Puis la seule différence, dans le fond, que l'Iran a avec à peu près tous les autres pays de la Terre, c'est qu'ils sont prêts à travailler avec un système financier mondial tant que ça ne les affecte pas à l'intérieur. Tant qu'eux ne se font pas contrôler à l'intérieur. Donc, c'est la position. Et bon, on a vu qu'ils ont essayé d'instaurer le système Instex. Je sais que ça a fonctionné pendant un bout, mais c'était très chaotique. Alors, j'ai pas regardé depuis. Je ne sais pas où on en est avec ça. Mais on parlait de transiger avec l'euro. Mais je pense qu'encore là, à cause de tout ce qui s'est passé par rapport à la pandémie, par rapport aussi à la préparation pour le grand reset qui inclut aussi une monnaie crypto mondiale et que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle voulait fonder un euro crypto. Donc, je pense que ça a bouleversé les plans et les façons de fonctionner de chacun qui ont dû rouler avec les coups, là, avec tout ce qui s'est passé. Tu nous dis aussi, Sylvain, que Trump avait pour but de démanteler la réserve fédérale, Federal Reserve. Pour la plupart des gens, ça appartient au peuple, la réserve fédérale. Oui, déjà avec le nom, hein. Bon, tu nous l'expliques dans le livre. Ouais. Ça fait pas longtemps. Tu peux nous expliquer ce qu'il a fait avec la réserve fédérale, Trump? Ben, en fait, c'est ça, c'est que depuis sa création en 1914, en fait, c'est techniquement en décembre 1913. Donc, mais en 1914, vraiment, où elle est vraiment entrée en action, la réserve fédérale n'a jamais rien eu de fédéral. Ça a été, dans le fond, un cheval de Troie à l'intérieur de l'économie américaine, manipulé par les banques internationales. Tu sais, les banques les principaux actionnaires là, qui sont derrière la Federal Reserve, ben, c'est des banques Rothschild, c'est Israel Safe en Italie, c'est Goldman Sachs, c'est JP Morgan ou Morgan Chase Manhattan, je ne sais plus trop, American Shearer, American Express. Bon, c'est toutes ces banques-là qui sont des banques privées, qui n'ont rien à voir avec des banques publiques, là. Et c'est eux qui, dans le fond, fournissent la Federal Reserve quand elle a besoin d'argent. Donc, les dettes sont dues à des banques privées. Donc, la création monétaire en revient en réalité, elle profite à des banquiers privés en aval. Ce que Trump a fait, c'est de tranquillement commencer à prendre le contrôle du board, là, qu'on dirait, du comité exécutif de la Federal Reserve, en retirant des gens puis en incluant des gens. Jusqu'à maintenant, reste que la principale personne qui voulait mettre à la tête de Federal Reserve, il n'a pas réussi. Il a essayé déjà 2 fois. C'est Jody Shelton, qui, elle, est carrément pour une monnaie basée sur l'or, donc une monnaie nationale, mais contrôlée au niveau national et non pas au niveau international. Donc, ça va très, très bien là, dans le sens du patriotisme, du nationalisme, tout ça, et de ce que Poutine est en train de faire avec la Banque centrale de Russie, de toute façon. Mais donc, Jody Shelton, il n'a pas réussi à la rentrer aussi, mais je pense qu'encore là, après sa réélection, ça va être une question de temps. Ce que ça va vouloir dire, c'est que le grand reset, tel qu'on voudrait nous l'imposer d'une magnifique monnaie crypto mondiale duquel on n'aurait jamais de papier, mais qui serait probablement sous-cutané. Notre portefeuille serait dans une puce. Donc, n'aura probablement jamais lieu.
si Trump est élu parce qu'on va tomber à un système. Il va y avoir un reset. On a besoin d'un reset. La seule différence maintenant, avec tout l'endettement qu'on a créé à cause de la fausse pandémie, on va se retrouver dans un cul-de-sac. C'est-à-dire, soit les pays on risque de faire faillite si on n'embarque pas dans un grand reset, soit on coupe le cordon, puis c'est les banques qui font faillite. Et on coupe les cordons, évidemment, avec les dettes, et c'est eux qui vont s'enliser avec, et que le reset se ferait à ce moment-là par une annulation probablement massive, mais au prorata peut-être des pays aussi, selon ce qu'il y a déjà dans le monde, et un retour à une création monétaire nationale. Donc, je ne sais pas s'il veut mettre à sac la Federal Reserve ou simplement en faire réellement ce qu'elle était supposée être, c'est-à-dire une réserve fédérale. Je pense que c'est ça son but. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, on est tous unanimes sur le fait que c'est Donald Trump qui a autant parlé et mis sur on va dire dans le discours de l'opinion publique, le mot les fake news, cette expression fake news. Ouais. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas. Et il s'est battu vraiment. L'image qu'il a dans les médias, misogyne, raciste, avec ce fameux mur. Je vous invite vraiment à lire, à parcourir le livre de Sylvain qui explique aussi les drogues. On ne va pas revenir sur toutes ces choses-là. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont assez au fait quand même de la politique de Trump. On ne va pas revenir en détail sur pourquoi le mur, etc. Mais en tout cas, si tu es d'accord, Sylvain, je pense que ce ne sera peut-être pas nécessaire. On pourra le faire dans d'autres capsules, mais là, je crois vraiment que les amis, vous êtes assez quand même avancés dans votre connaissance politique des actions de Donald Trump. Par contre, c'est vrai que ce mot fake news résonne vraiment avec ce qu'on va faire ensemble, Sylvain, dans les prochaines aventures, puisqu'on va parler d'un autre livre que tu as écrit. Donc, effectivement, lui, il démolit l'histoire politique, économie, alimentation, climat, santé. Oui. Fausse perception. Et tu nous parles de ça. Et évidemment que ça me passionne. Tu sais que moi, j'adore l'ingénierie sociale. Yep. Et tout réside dans, alors pas les amis, la réalité, mais votre perception de la réalité. Ouais. Et on y arrive avec Trump qui a été quand même le premier à parler des fake news. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça, Sylvain? Oui, parce que, en fait, là, c'est pour tous ceux, parce qu'il y en a encore des fois qui se posent des questions sur la réelle allégeance de Trump, au fond. Mais de la manière dont il s'est adressé, de la manière qu'il a frappé sur les fausses nouvelles et les médias de manière quotidienne depuis 5 ans maintenant, on va pas s'inclure sa campagne électorale, ben ça prouve une fois pour toutes qu'il est du bon côté des choses. Parce que le contrôle des médias, c'est le contrôle de l'opinion publique, c'est le contrôle de l'opinion des gens. Et si tu as les médias de ton côté, tu peux faire croire ce que tu veux aux gens. OK? Et donc, s'il y a une chose à laquelle quelqu'un qui se battrait vraiment pour les globalistes ne ferait pas, ce serait de détruire les nouvelles, les médias. Et Trump le fait quotidiennement. Donc, tu sais, il y a un seul président, dans le fond, qui avait déjà, il y en a eu deux, qui ont déjà mentionné des problèmes avec les médias. Il y avait Lincoln, puis il y a eu JFK qui l'a fait aussi. Mais jamais personne avait été aussi virulent et sans arrêt tous les jours. Fake news, vous mentez à tous les journalistes dans la face. Et c'est vraiment important parce que il y a une très grande partie des Américains qui ont compris que les médias leur mentaient. Et c'est ce qui fait des fois que de l'extérieur, on ne comprend pas tellement la réalité de ce qui se passe aux États-Unis parce que à l'extérieur des États-Unis, on n'a pas été débrainwashés par Trump à ce point-là. Alors que les Américains, eux, l'ont été très fortement puis en très grande majorité. Ce qui fait que c'est pour ça que les médias, dans le fond, sont en perdition aux États-Unis. Remarque, là, avec la fausse pandémie, c'est en train de se passer partout et c'est une très bonne chose. Mais c'est ça. Trump a tellement été clair, limpide
et virulent envers les médias que c'est absolument impossible de douter de sa position maintenant par rapport à ce qu'il a fait. C'est l'argument ultime. Les autres, là, ça peut être des analyses et tu peux trouver des arguments pour, contre. Celui-là, il n'y a pas d'argument contre. Il n'y en a aucun. Alors, en parlant de médias, parce qu'on arrive au bout de cette capsule, mais j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres, puisqu'on parle de médias. On sait que nous aussi en Suisse, on a tout de suite, début novembre, eu les annonces, nouveau président Biden. On parle plus beaucoup de son fils Hunter Biden, qui a quand même défrayé la chronique. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le fils de Biden? Comment ça se fait qu'on n'entend rien dans les médias? Ouais. Je fais un peu une question blonde, Sylvain. Je te lance une belle perche. Mais tu la connais, la réponse, en plus. Hunter Biden, en fait, c'est un personnage corrompu. C'est quelqu'un qui faisait absolument rien bon de sa vie, qui a à peu près pas fait d'études, ni pas grand-chose de très positif, et qui s'est retrouvé à la tête de Burisma Holdings, qui était la compagnie de production de gaz et de transactions de gaz en Ukraine. Et évidemment, après Maïdan en 2014, donc après la révolution qui était une révolution de couleur globaliste, comme tous les printemps arabes, ben, on a eu le printemps ukrainien dans la même vague. Puis Hunter Biden s'est retrouvé à la tête d'une compagnie alors qu'il ne parle pas ni russe ni ukrainien et qui n'a absolument rien à voir avec l'Ukraine d'aucune façon. Sauf que ça permettait à ce moment-là de canaliser de l'argent à la famille Biden à travers ce poste bidon-là. Et là, on vient de voir parce que, en fait, ça fait 2 jours, il y a eu une conférence de presse en Ukraine où on a dévoilé maintenant tous les détails de la corruption qui est passée par Hunter Biden, mais qui frappe de plein fouet le candidat perdant de l'élection. Et donc, peu importe ce qui va arriver encore là, ce type-là va finir ses jours en prison. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. C'est corrompu jusqu'à la moelle. Puis juste le fait qu'il y a encore des pays qui agissent ou des médias qui agissent comme s'il était pour être président des États-Unis, c'est complètement dingue là, par rapport à la réalité de ce qu'est la famille Biden, puis ce qui est de la réalité de l'élection, du vote électoral. Donc, Hunter Biden, dans le fond, c'est comme la cerise sur le sundae du ridicule des démocrates et du ridicule de l'élection de Biden. C'est quelqu'un de corrompu. Mais en plus, bon, il y a des allégations. Est-ce que c'est vrai qu'il serait impliqué aussi dans des réseaux de pédophilie, de traite d'humains et tout et tout? Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. J'ai pas regardé ça en détail. Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui semblait arrêter les Biden dans leur élan. Et qui était aussi très, très, très corrompu en Chine, avec l'État profond de la Chine. Donc, eux étaient en train de préparer la suite des choses là, avec eux autres aussi. Donc, c'est ça. Hunter va finir ses jours en prison, comme probablement son père aussi, et toute cette racaille-là. Sylvain, on arrive au bout de ce chapitre. C'est le chapitre de Guerre et mensonge. Je rappelle, pour les personnes qui ont envie de sauter à pieds joints dans l'histoire, je rappelle ta tagline. Je crois que c'est une des dernières fois que je vais te dire. J'ai un peu d'émotion. J'en ai pour vrai, moi aussi, hein, Emma. Parce que ça a été tellement des beaux moments qu'on a vécu ensemble. C'est des heures et des heures qu'on a passées ensemble. Là. Ah, bah, bien, presque plus de 16 heures de vidéos, les amis, et maintenant de podcast. Bon, on aura plein de surprises en 2021 avec Sylvain. Vous pensez bien, hein, 2 fous ensemble, ça fait plein de choses. Oui. Les fake news existent depuis plus d'1 siècle. Elles sont devenues notre histoire. Le Père Noël l'a apporté à beaucoup de personnes, ce livre. Et il y a aussi des écoles qui maintenant se retrouvent avec ce livre. Ouais. Et puis, on a aussi en Europe un marque-page de tes andouilleries, Sylvain, parce que moi, je suis toujours très sérieuse. Hein. C'est toi. Je pense que tu as choisi les images, là. Et comme c'est moi qui fais les montages, je fais ce que je veux. Oui, c'est ça. Moi, je suis comme ça, puis lui, il est comme ça.
Et donc, ce livre-là, en tout cas, il est parti pour faire des petits, puisque tu es en train d'écrire ton 3e ouvrage. Et maintenant, je vais annoncer une chose très importante, les amis. Parce que, comme vous l'avez compris, je pense pour beaucoup d'entre vous, Guerre et mensonges, ce n'est pas juste un livre seul comme ça, dans son petit coin sur l'étagère. Il fait partie d'une trilogie, il fait partie d'un raisonnement de Sylvain. Mhm. Alors, il est quoi? C'est quoi ce raisonnement? Alors, moi, je suis complètement in love avec ton style d'écriture déjà, parce que quand on lit, c'est comme si tu nous parlais, Sylvain. Mais dans Guerre et mensonges, tu nous parles de la fabrique de l'histoire. Mhm. Et puis, on va enchaîner très rapidement. Vous allez avoir de nos nouvelles, les amis, sur Mhm. la déprogrammation, qui est quand même ton premier livre que tu as écrit quand tu as arrêté de regarder la télévision. Yep. Et pourquoi ça prend tout son sens maintenant? Tu étais vraiment avant-gardiste et c'est maintenant qu'il faut parler de ça, parce que maintenant, les amis, vous avez compris ce qu'est l'ingénierie sociale, comment on fabrique votre perception de la réalité. Encore une fois, j'insiste sur ces notions-là parce que tu sais, Sylvain, que moi, c'est vraiment très important pour moi de parler de ce sujet-là qui existe depuis plus d'un siècle. On a parlé d'Edward Bernays, on va parler de plein de choses avec la déprogrammation. Mais toi, tu vas nous emmener dans quelque chose que justement Donald Trump aussi, on va dire, poursuit de près, c'est la commission trilatérale. Oui, oui, ça touche à ça. CSR, tu nous as parlé du commission aux CSR. affaires étrangères Ouais. et le fameux groupe Bilderberg. Ouais. Alors, ces noms-là, peut-être que vous avez entendu, les amis, un peu parler de près ou de loin. Mhm. Mais Sylvain, dans le livre de la déprogrammation, donc qui va sortir très bientôt, courant février, d'après mes estimations, on va faire des capsules pareilles que Guerre et mensonges. Tu vas nous emmener dans la fabrique de l'info. D'où vient une info? Qui la fabrique? Qui décide? Peut-être que les amis, vous allez être surpris de savoir finalement qu'est-ce que fait Georges Clooney dans ton livre, Sylvain. Moi, je dis rien. Je dis rien, mais alors, les filles, hein, vous allez tomber de votre chaise. Hein. Ouais. Vous allez tomber de votre chaise parce que Georges Clooney, il n'a pas fait que de faire des belles pubs pour les capsules Nespresso. Non. Il vient d'ailleurs de faire un film que j'ai vu, puis j'ai fait « Oh, j'ai reconnu ici notre ami Georges. » Mais donc, oui, c'est ça. En fait, la déprogrammation, pour moi, c'est à partir des informations médiatiques, mais c'est qui, comment, pourquoi, quand on a fait ça et tout ce que ça nous a caché en bout de ligne. Donc, c'était vraiment de faire le tour des rouages de la désinformation médiatique. Puis c'est de ça qu'on va parler. On va parler de ça. Les amis, vous êtes prêts maintenant? Yep. C'est le moment. J'ai fait un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disait tout simplement « on se barre ». Et en fait, j'ai vu. J'étais heureuse de voir que les gens ont compris mon message. Et la déprogrammation, elle incarne en livre ce message-là. On se barre, on quitte le jeu parce qu'on comprend les règles du jeu. Et quand on comprend les règles du jeu, on ne peut que sortir du jeu parce qu'on ne fait plus partie des pions. Et je te remercie, Sylvain, d'avoir écrit ce livre, La déprogrammation. On va se régaler. Ça va être de nouveau reparti pour plein de capsules. Ça sera pas une surprise pour vous, les amis. Et ça sera donc le 2e livre de la trilogie. Et tu nous parleras, on aura le temps d'évoquer ton livre que tu es en train d'écrire, qui se façonne dans ton esprit. Toi, tu es un ordinateur sur pattes. Eh bien, tu reviendras sur le climat, la fabrique de la science et plein d'autres choses. Mais ça, je ne peux pas en parler, sinon Sylvain, après, il me tape quand on arrête l'enregistrement. Stop! Je pense que je suis à 2 minutes de kilomètre de toi. Mais maintenant, c'est clair là, ce qui s'en vient. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment clair là, pour le 3e opus. Oui, en tout cas, les amis, on se verra dans la première capsule de déprogrammation, cette fois. Avant, je pense, la fin du mois de janvier, on aura des nouvelles des États-Unis. On aura des nouvelles de qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, c'est très riche. C'est intense, hein, Sylvain. Toi, tu es très, très, très actif sur Facebook. Dans le lien de cette vidéo, vous avez aussi le compte Facebook de Sylvain sur lequel vous pouvez suivre ses articles parce que toi aussi, tu es très prolifique. Hein. Je rappelle encore, pour ceux qui ne le savaient pas, tu es quand même journaliste. Tu as fait, je ne sais pas combien de réalisations de documentaires pour la télévision. Tu avais un passage
à RT. Tu parlais aussi de RT comme média. Mhm. Tu es metteur en scène. D'ailleurs, tu nous as fait beaucoup rire dans les génériques de Guerre et Mensonges. Et puis, ça continue. Nous, on est fans de toi. Et donc, vous pouvez retrouver Guerre et Mensonges sur les sites qui sont en lien de cette vidéo. Vous avez d'un côté les Québécois pour ta région, Sylvain, et puis de l'autre côté, l'Europe. Oui, on l'a ici aussi. Lisez les descriptifs de vidéos. Vous avez toutes les informations pour vous. Vous pouvez revoir toutes les capsules. Donc, il y en a donc 17. Elles sont toutes répertoriées sur le site emmacruzy.com. Sylvain aussi. On peut maintenant écouter nos podcasts. On va annoncer aussi, il y aura des livres audio, il y aura plein de choses, des coffrets de trilogie, mais ça sera pour Noël l'année prochaine. Enfin bref, on va pas s'ennuyer, Sylvain. Non, on n'a pas fini. Mais tu sais, s'il y a une chose à laisser aussi sur Guerre et Mensonges, parce que je pense que ce qui serait important de comprendre, c'est qu'il soit vraiment évalué dans les départements d'histoire des universités, des cégeps. J'aimerais beaucoup qu'il entre. Parce que ça serait le fun de parler de la réalité une fois de temps en temps. D'une part, c'est certain que c'est un choc pour plusieurs autres livres parce que ça défait complètement le narratif officiel. Mais je pense que de toute façon, ça serait bon, ne serait-ce que de mettre un grain de sable ou d'avoir une opinion différente ou une analyse différente parce que on le sait, je veux dire, s'il y a un succès, le livre aussi, c'est que ça se tient, là. Ça se tient, ce que je raconte là-dedans. Et ça se tient tellement que c'est ce qui fait peur, en fait, à l'histoire officielle, probablement. Mais j'espère juste qu'un jour, il va se retrouver dans les curriculums en éducation avancée à l'université. J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'espère que ça va finir par rentrer. On va voir. Écoute, en tout cas, c'est bien parti. J'ai eu quelques profs d'histoire qui ont écrit Oui. et qui ont commandé le livre. Ça a fait vraiment beaucoup parler et c'est juste le début. C'est que le début, les Oui, amis. En tout c'est ça. cas, une chose que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui n'aimaient pas l'histoire, enfin, se sont dit: «Ah bah tiens, c'est pas si embêtant que ça finalement, c'est pas si soporifique que ça». C'est vrai que quand on Ouais. met du sens, Mm. eh bien, ça devient beaucoup plus addictif, surtout que toi, tu as l'art de raconter, tu es aussi un conteur, Sylvain, et tu nous Ouais. as flanqué le puzzle qui était tout mêlé au début sur la table, tu nous l'as bien Ouais. réuni. Oui, c'est On ça. y voit plus clair. Maintenant, on est prêt Ouais. à Oh, ouais, ouvrir une bonne fois pour toutes les rideaux de la scène. Et Yep. les amis, vous allez devoir prendre des calmants parce que dans déprogrammation, ça va y aller. On se réjouit en tout cas de se déprogrammer avec vous. Et puis Sylvain, moi je te dis à très vite. Je te laisse le mot de la fin. C'est toi. C'est toi, Guérin Mensonge. Je te laisse Euh, le mot de la fin. le mot de la fin, en fait, ça irait juste à toi, Emma, parce que sérieusement, je pensais jamais, quand on a commencé ça, ça a commencé par une entrevue, là. Et on est rendu à distribuer des livres sur 2 continents, et même plus. Donc, c'était pas du tout dans les plans au début, c'est venu en cours de route. Puis, je trouve ça quand même formidable que toutes ces capsules-là, premièrement, nous aient unis euh, parce que sans la fausse pandémie, jamais on serait connu et jamais tout ça serait arrivé. Mais on a justement réussi à donner le goût de l'histoire à plein de monde qui en avait strictement rien à foutre, là. Et ça, c'est vraiment trippant, là. Et C'est on a trippant. réussi quelque chose. Mm. C'est trippant, comme tu dis, et surtout qu'on a créé une vraie communauté. Les Mhm. amis, en tout cas, moi, je vous dédie vraiment toutes ces capsules parce que vous êtes géniaux. Ça n'a fait que grandir depuis la première. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous ont rejoints dans cette aventure. Vraiment, Sylvain, c'est énorme. C'est vrai que des fois, on vit un peu dans notre bulle d'autistes. Toi et moi, on a ce point commun-là d'être assez dans notre tanière à travailler comme des fous furieux sans se rendre compte de la réalité. Mais c'est vrai que c'est une énorme communauté Mm. de personnes qui sont comme nous, des fouilleurs de vérité. Mm. Et en tout cas, je vous dédie, les amis, tout ce travail, puisque c'est pour vous tout ça. On n'aurait jamais fait si ça ne vous intéressait pas.
Et en tout cas, Sylvain, je te remercie d'avoir autant joué le jeu parce qu'on a un décalage horaire. Et il faut savoir une chose, c'est que Sylvain, il se couche tard, il a une vie très prise, très prenante, il travaille comme un fou. Et il tombe du lit à chaque fois pour enregistrer. Moi, il fait nuit chez moi, j'ai les bougies, puis toi, c'est le breakfast. Non, c'est pas si mal. Comme on dit aux États-Unis, stay tuned pour la suite. Ouais, pour la suite des événements. Et surtout, cette vidéo vous appartient. Vous pouvez la télécharger, la reposter où vous voulez. Elle n'est pas sur ma chaîne YouTube. Vous pensez bien qu'elle n'aura pas une durée de vie très longue. Mais allez-y, elle est à vous. Elle fait partie on va dire, du trésor public. C'est ça. À bientôt les amis. Ciao Sylvain. À bientôt. Super nostalgique Sylvain. J'ai pas envie que ça se finisse, Gare et Mensonge. Je suis un peu d'accord. En fait, ça a été tellement des échanges incroyables. Tu as changé ma vie, Sylvain. Non, mais c'est réciproque, là, tu le sais. Là. Puis, le fait qu'il y ait tellement de monde qui regarde ça, c'est fabuleux. Là. Bah puis, écoute, moi j'ai encore des messages encore eu un message ce matin d'une personne qui m'a dit « Moi j'ai fait tous mes petits déjeuners et mes repas, je me suis fait toutes les capsules d'un coup